D'habitude, quand on pense à la construction d'une nation, on imagine toujours un truc super linéaire. Ouais, un peu comme on construirait une maison, en fait. Voilà, c'est ça. On coule des fondations en béton, on monte des murs bien droits en suivant un plan super méticuleux, C'est clair. et à la fin, paf, on a un édifice solide et terminé. Mais bon, quand on se penche sur la construction de la citoyenneté française, c'est une toute autre histoire. Ah bah on en est très très loin. Honnêtement, c'est comme si quelqu'un avait mis le feu au plan de l'architecte, mais genre en plein milieu du chantier. C'est un paysage qui est chaotique, fait de crises, de destruction brutale. Et d'idées fulgurantes qui surgissent un peu des décombres, finalement. C'est la définition même d'un chantier perpétuel. Ouais, Et c'est précisément ce chaos qui rend la chose si vivante, vous voyez. Une nation, ça se construit pas dans le confort, ça se forge vraiment dans la friction. c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Exactement. L'histoire de France, c'est un laboratoire permanent. Les concepts ont dû être testés, parfois détruits, puis reconstruits avant de devenir les piliers qu'on connaît aujourd'hui. Et ben c'est pour ça que notre exploration d'aujourd'hui est aussi passionnante. On va faire une plongée en profondeur dans un document vraiment essentiel. Un document très utile, ouais. C'est une vidéo de Kelly, la prof de français, qui est conçue spécifiquement pour préparer l'entretien de naturalisation française. Donc, bon, décortiquant tout ça. C'est parti. L'objectif ici, pour notre audience, c'est absolument pas de faire un cours magistral ennuyeux, Surtout pas. ni de réciter un annuaire de dates. Le but, c'est de comprendre l'ADN de cette citoyenneté. Et c'est une distinction fondamentale à faire. Retenir l'histoire de France pour un entretien de naturalisation, c'est pas juste mémoriser des trucs pour cocher des cases sur un formulaire administratif. Non, ça n'aurait aucun sens. Bah non, il s'agit de comprendre intimement comment se sont forgées des valeurs universelles. Des concepts comme la liberté, l'égalité, la fraternité, ça n'a pas tombé du ciel par magie, hein. C'est sûr. Ce sont des cicatrices laissées par l'histoire. Et elles définissent très exactement ce que signifie l'acte d'être citoyen aujourd'hui. Bah du coup, pour comprendre comment on arrive à la France d'aujourd'hui, il faut remonter super loin, à une époque où le concept même de France n'existait même pas. Oui, on part de zéro. On commence avec une mosaïque en fait, un territoire complètement morcelé, habité par des peuples celtes qu'on appelle les Gaulois. Et le terme mosaïque est parfaitement choisi. Parce qu'il n'y a pas d'État gaulois centralisé. Ça n'existe pas. C'est juste plein de petites tribus, non? C'est ça. Des dizaines de tribus indépendantes, avec leurs propres chefs, et d'ailleurs, ils passent une bonne partie de leur temps à se taper dessus. L'ambiance était sympa. Très sympa. C'est un monde organisé en clans, ultra ancré dans son territoire local. Et bon, tout ce système s'effondre avec l'arrivée des Romains. C'est la fameuse guerre des Gaules. Raconté de manière très très partielle par Jules César lui-même, évidemment. Évidemment, il s'est donné le beau rôle. Et ça culmine avec la défaite du chef gaulois Vercingétorix à Alévia, on est en 52 avant Jésus-Christ. Une date marquante. Ouais. Et c'est un événement qu'on présente souvent comme une tragédie nationale. Mais concrètement, moi je vois ça un peu comme une grosse mise à jour de système d'exploitation. Ah, l'analogie est bonne. Bah oui, c'est brutal. L'ancien système tribal est complètement écrasé, formaté, mais la nouvelle version romaine, elle installe des bases redoutables. Ouais, l'infrastructure. Voilà. Les routes, les aqueducs, l'urbanisme en pierre, et puis surtout, le plus gros changement, la langue latine. Ouais, il faut pas oublier l'apport le plus durable de cette fameuse mise à jour, c'est le droit romain. Ah oui, le droit, c'est vrai. Parce que c'est ce droit qui pose une vraie logique juridique universelle. C'est une rationalité administrative qui va imprégner toute la culture européenne, en fait. Les Romains apportent l'idée d'une administration centralisée pour gérer un territoire énorme. Sauf que, comme tout empire, ça finit par s'effondrer. Rome tombe sous le poids de ses contradictions, ouais. Et des invasions barbares aussi. Du coup, l'administration disparaît, les routes sont plus du tout entretenues. C'est un vide politique total. Un chaos absolu. Et c'est précisément dans ce vide que s'engouffrent les Francs, un peuple germanique. Ce qui nous amène à une figure incontournable du récit de naturalisation, Clovis. Le roi des Francs. Voilà. Il se fait baptiser vers l'an 496 et dans la source qu'on analyse, cet événement est considéré symboliquement comme le baptême de la France. Oui, c'est l'expression consacrée. Mais honnêtement, là je dois vous arrêter. Pourquoi un simple baptême est considéré comme le point de départ d'une nation? Des rois qui changent de religion, il y en a eu des centaines dans l'histoire. C'est vrai, c'est vrai. En quoi celui-ci change la donne? Bah, c'est une super question. En fait, faut regarder au-delà de l'acte purement religieux. Ce qu'il faut vraiment capter, c'est la mécanique politique derrière ce baptême. Ok. À la chute de l'Empire romain, la seule institution qui a survécu au chaos,
qui a encore un réseau, des écoles, des scribes et une vraie influence sur les populations gallo-romaines, c'est l'Église chrétienne. Donc c'est stratégique. Complètement. En se convertissant, Clovis fait pas juste embrasser une nouvelle foi. Il signe une alliance stratégique magistrale. Il s'associe au plus fort. Exactement. Il fusionne la force de frappe militaire de ses guerriers avec, disons, la légitimité morale et l'administration de l'Église. C'est ce ciment politique qui permet de créer un royaume unifié. Là où il n'y avait que des ruines avant. C'est ça. Donc une manœuvre brillante de survie politique. Mais bon, ce royaume va évoluer de manière assez chaotique pendant tout le Moyen-Âge. Le pouvoir central se fragmente à nouveau, on a les seigneurs locaux qui prennent le contrôle de leur petit territoire. La fameuse féodalité. C'est ça. Mais on voit quand même l'État tenter de renaître de ses cendres, notamment avec la dynastie des Capétiens, initiée par Hugues Capet en 987. Et au début, faut s'imaginer, son pouvoir est minuscule. Il contrôle juste un petit bout de terre autour de Paris, pas plus. Rien à voir avec la France d'aujourd'hui. Non. Et c'est là que le récit devient fascinant. L'histoire du Moyen-Âge français, c'est grosso modo l'histoire de rois qui passent des siècles à essayer de récupérer le pouvoir qu'ils ont perdu face à leurs propres nobles. C'est une lutte interne permanente. Ouais. Et ce processus de reconquête, paradoxalement, il va être accéléré par une crise immense, La guerre de 100 ans. exactement, contre l'Angleterre. Et comment ne pas évoquer Jeanne d'Arc quand on parle de cette période? Franchement, c'est l'une des figures les plus percutantes de l'histoire. C'est indéniable. On parle d'une très jeune femme, issue de la paysannerie en plus, qui surgit de nulle part à un moment où le royaume est vraiment au bord du gouffre, au bord de l'anéantissement. Tu semblais perdu. Et elle réussit cet exploit psychologique de redonner une légitimité totale au roi Charles VII, tout en remotivant complètement les troupes. Elle incarne littéralement l'éveil du sentiment national. C'est très juste. Les gens, ils se battent plus seulement pour leur seigneur local du coin, ils commencent à se battre pour une idée plus large, pour la France en fait. C'est le point de bascule. La monarchie sort de cette guerre interminable profondément transformée. Pour combattre les Anglais sur le long terme, le roi a dû faire un truc impensable avant, créer des impôts permanents Ah oui, le nerf de la guerre. et une armée régulière, ce qui lui donne un avantage définitif sur tous les seigneurs locaux. L'État commence vraiment à se centraliser. Ce qui nous prépare le terrain pour la grande consolidation de l'État central. Et là, on a deux figures royales avec des approches radicalement différentes. Très différente, oui. D'un côté, on a le pragmatisme d'Henri IV. On est à la fin du XVIe siècle. Le pays est complètement déchiré par des guerres de religion atroces, catholiques contre protestants. Des massacres terribles. Et Henri IV, paf, il impose la paix civile avec un acte politique majeur. L'édit de Nantes, en 1598, qui garantit la liberté du culte. C'est un coup de génie, ça. Une tolérance imposée par le haut pour sauver l'État de l'autodestruction. Et de l'autre côté, quelques générations plus tard, on arrive au summum de cette centralisation, Louis XIV, Le célèbre roi Soleil. le grand monarche. Et là, l'approche est totalement différente. C'est l'absolutisme pur. Il attire toute la haute noblesse à Versailles. Pas pour être sympa avec eux, hein. Ah non, pas du tout. Il les attire pour les domestiquer, pour les ruiner financièrement avec l'étiquette, les costumes, et surtout pour les couper de leur base de pouvoir en province. L'État, c'est lui. Tout converge vers sa personne, physiquement et politiquement. Mais attendez, la source dit que Louis XIV a posé les bases d'un État moderne et puissant. Pourtant, on sait tous comment ça se termine pour la monarchie absolue, hein. Très mal. Comment le roi le plus puissant d'Europe a pu creuser la tombe de sa propre dynastie, finalement? Ce qui est fascinant ici, c'est que ça résume tout le paradoxe de l'absolutisme. Et c'est vraiment un concept clé pour comprendre ce qui suit. D'accord. En supprimant tous les contre-pouvoirs, en cassant l'autonomie des provinces et en concentrant absolument toutes les décisions à Versailles, Louis XIV a créé une machine d'État redoutable, c'est vrai. C'était efficace. Oui, mais il l'a rendue extrêmement fragile en même temps. Comment ça? Quand le pouvoir est réparti sur tout le territoire, une révolte, ça reste local. Mais quand tout le pouvoir est concentré en un seul point, il suffit de s'emparer de ce point central pour faire tomber tout le système d'un coup. Ah ouais, c'est le talon d'Achille. En voulant tout contrôler, la monarchie a littéralement créé les conditions de son propre effondrement. Et ce basculement intellectuel vers l'effondrement, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Comment on passe d'un système où le roi est de droit divin, intouchable, à une république où c'est le citoyen qui est souverain? C'est le grand travail du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Une période d'ébullition intellectuelle absolue.
On a des esprits brillants qui remettent en question toute la mécanique de la société. Tout est repensé. Voltaire, qui milite pour la liberté de penser, la tolérance. Rousseau, qui théorise un truc de fou pour l'époque, que le pouvoir vient pas de Dieu, mais du peuple lui-même. C'était révolutionnaire. Et Diderot, avec son projet titanesque de l'encyclopédie, parce qu'il est convaincu que le savoir peut émanciper les masses. Et ces philosophes, ils prennent pas les armes, mais ils sapent méticuleusement toutes les fondations idéologiques de la monarchie. Ils fournissent le vocabulaire, les concepts et la justification morale dont les révolutionnaires auront besoin plus tard. Sans les Lumières, pas de révolution. Sans les Lumières, la révolution serait sans doute été qu'une émeute de la faim de plus. Avec les Lumières, c'est devenu un vrai projet de société. Et ce projet, il explose littéralement en 1789. La convocation des États généraux, la prise de la Bastille le 14 juillet, qui devient vraiment le symbole de la chute de l'arbitraire royal. Le moment clé. Et surtout, on a ce monument juridique adopté en août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la DDHC. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Une phrase magnifique. Ça donne des frissons. Mais si je peux me permettre, c'est une très belle idée sur le papier. Mais quand on lit la source de près, on voit bien que ça s'est pas fait avec des fleurs et des poèmes, hein. Non, non, loin de là. La Révolution, c'est aussi la terreur. Les exécutions de masse, la guillotine, la guerre civile en Vendée, c'est pas un peu, disons, hypocrite de présenter 1789 comme un conte de fées républicain aux gens qui préparent la naturalisation ? C'est une remarque essentielle. Il n'y a pas de conte de fées en histoire. Et la source le souligne bien, d'ailleurs. L'abolition des privilèges, ça a été un arrachement. Un traumatisme même. Totalement. La Révolution française, c'est un processus sanglant, rempli de contradictions. On déclare les droits de l'homme, d'un côté, tout en instaurant un régime de terreur de l'autre pour sauver la République face aux armées étrangères. Le passage de l'état de sujet à citoyen a été d'une brutalité inouïe. Inouï. Et d'ailleurs, le pays va mettre presque un siècle entier à digérer ce choc. C'est le moins qu'on puisse dire. Le 19e siècle en France, c'est un vrai laboratoire politique, mais en mode convulsif. La France sait plus du tout comment se gouverner. On essaye tout. On alterne entre l'empire de Napoléon Ier, qui d'ailleurs restructure profondément la société avec le Code civil. Un socle toujours en vigueur aujourd'hui, il faut le rappeler. Exactement. Et puis après, on restaure des rois, on refait des petites révolutions. On crée un autre empire avec Napoléon III. Une vraie montagne russe institutionnelle. Et pendant ce temps-là, des écrivains super engagés, comme Victor Hugo, utilisent leur immense influence pour défendre la justice sociale, pour dénoncer la misère engendrée par la révolution industrielle. La stabilité politique, en fait, elle revient vraiment qu'avec l'enracinement de la Troisième République, à partir de 1870. C'est là que les valeurs républicaines vont vraiment s'ancrer dans le sol. Et le levier principal de cet enracinement, c'est l'école, les fameuses lois de Jules Ferry dans les années 1880, qui rendent l'instruction primaire gratuite, laïque et obligatoire. On transforme l'école en véritable fabrique de citoyens, avec des grandes figures comme Léon Gambetta, qui insufflent cet esprit républicain. L'objectif, c'est pas juste d'apprendre à lire ou à compter. C'est de créer un récit commun. Voilà, on unifie la langue française face aux patois régionaux, on enseigne la même histoire à tout le monde. Que vous soyez petit breton ou savoyard, vous apprenez la même chose. Et c'est dans ce prolongement direct qu'intervient en 1905 un autre pilier fondamental, la fameuse loi sur la séparation des églises et de l'État, qui consacre la laïcité. Ah, la laïcité. C'est souvent le concept le plus complexe à appréhender pour ceux qui découvrent les institutions françaises. C'est vrai, c'est souvent mal compris. Parce qu'elle est parfois confondue avec un rejet de la religion, ce qui est totalement faux. Absolument faux. Moi, j'aime bien utiliser une analogie. C'est un peu comme un arbitre sur un terrain de sport. Oui, très bonne image. Sur le terrain, l'arbitre, il porte le maillot d'aucune équipe. Il est strictement neutre. Il favorise personne, il donne de l'argent à aucune équipe. Exact. Et c'est précisément parce qu'il garde cette neutralité absolue que tous les joueurs, peu importe leur équipe ou leur couleur, peuvent jouer en paix, sur le même terrain, en respectant les mêmes règles. La mécanique est exactement celle-là. La laïcité, c'est l'État qui se retire du domaine spirituel. La croyance, ça devient une liberté privée absolue, protégée par l'État d'ailleurs. Bien sûr, il garantit le libre exercice de tous les cultes. Mais l'espace public institutionnel, lui, il reste neutre pour pouvoir réunir tous les citoyens sans distinction. Ça crée un espace partagé, totalement dégagé des pressions religieuses. C'est le socle du vivre ensemble à la française.
D'ailleurs, si cette exploration en profondeur aide ceux qui nous écoutent à y voir plus clair dans le labyrinthe de l'histoire française, c'est le moment idéal pour s'abonner, hein. N'hésitez pas. Ça permet de ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Et franchement, ce serait super fascinant de lire dans les commentaires, pour les personnes qui nous écoutent, quelles sont les difficultés spécifiques que vous rencontrez dans l'apprentissage de la langue française, ou pour mémoriser tous ces concepts. Ouais, partagez vos obstacles concrets, c'est super enrichissant. Ça crée un vrai pont entre l'histoire qu'on raconte et le défi de l'intégration au quotidien. Et l'intégration, ça nous amène directement au XXe siècle. Parce que ces belles valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, elles sont bien jolies sur le papier. Très belle, oui. Mais elles vont devoir affronter l'épreuve du feu. Le siècle des guerres mondiales va tester la solidité de la citoyenneté de la manière la plus violente imaginable. Le traumatisme est absolu pour le pays. La Première Guerre mondiale de 14 à 18, c'est une boucherie industrielle sans nom. Des millions de morts. Mais paradoxalement, cette épreuve des tranchées, elle cimente la cohésion nationale. Les citoyens de toutes les régions meurent ensemble sous le même uniforme. Mais le véritable péril existentiel, c'est 39-45. Là, on touche le fond. La défaite militaire est claire, l'occupation du territoire par les nazis, et surtout la trahison de l'intérieur, avec le régime de Vichy qui collabore avec l'occupant et qui jette à la poubelle les valeurs républicaines les plus basiques. L'effondrement est total, l'État français renie lui-même ses fondements. Et c'est dans ce désastre complet que le rôle de la résistance prend toute son ampleur, politique et philosophique. Des figures de l'ombre, comme Jean Moulin sur le territoire national, Et le général de Gaulle à Londres, évidemment. qui refusent la défaite et créent la France libre. Ces gens-là ne font pas que mener des opérations militaires. Ils sauvent l'honneur du pays, certes, mais surtout, ils assurent la continuité de la République. Ils maintiennent la flamme en vie. Ils prouvent que la France, c'est pas juste un bout de terre occupé par l'ennemi. C'est une idée qui continue de vivre, à travers ceux qui résistent. Et après cette tragédie, il faut tout reconstruire. On a la 4e République qui se met en place. Elle fait des choses incroyables sur le plan social, comme la création de la sécurité sociale. Un pilier gigantesque de la solidarité. Immense. Mais sur le plan politique, c'est une catastrophe. Elle est hyper instable. Les gouvernements tombent tous les 6 mois. C'est ingouvernable. Et le régime s'enlise dans les guerres de décolonisation, notamment la guerre d'Algérie, qui est une véritable déchirure. Cette paralysie institutionnelle face à des crises aussi graves, ça conduit à une impasse totale. Ce qui motive le retour de Gaulle. Voilà. En 1958, il impulse la naissance de la 5e République. L'analyse constitutionnelle qu'il fait, elle est très simple. Il faut un chef. C'est ça. Un pays en crise perpétuelle, ça ne peut pas être gouverné par une assemblée divisée qui se dispute toute la journée. Il faut un pouvoir exécutif fort, Un président de la République capable de trancher. qui dirige le pays au-dessus des querelles des petits partis. C'est la logique de la Constitution de 1958, et c'est celle qui encadre toujours notre vie politique aujourd'hui. Alors, là où l'évolution de cette citoyenneté devient vraiment intéressante, c'est quand on s'attarde sur les visages de ceux et celles qui l'ont incarné au XXe siècle. Parce que le récit français, c'est pas qu'une histoire de rois moustachus ou de généraux. Heureusement, La source met vraiment en lumière l'impact monumental des femmes dans la société contemporaine. et leur rôle est d'autant plus dingue qu'elles ont été tenues à l'écart du droit de vote jusqu'en 1944. C'est très tardif. C'est fou quand on y pense. Et prenez une figure comme Simone Veil, par exemple. C'est quelqu'un dont la stature morale dépasse tous les clivages politiques de gauche ou de droite. Un parcours inimaginable. Vraiment. Comment une jeune fille, qui survit à l'horreur absolue des camps d'Auschwitz où elle perd presque toute sa famille, comment elle arrive à garder foi en l'humanité pour devenir magistrate, puis ministre, C'est une force de caractère hors du commun. et surtout, trouver le cran de porter la loi qui légalise l'interruption volontaire de grossesse en 1975, face à une Assemblée nationale de l'époque qui était presque 100% masculine et qui lui lançait des insultes effroyables. Simone Veil, elle incarne la résilience républicaine à l'état pur. Son courage politique a changé la vie de millions de femmes. Et puis, elle deviendra plus tard la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel. Une belle revanche. Ça prouve que la réconciliation et l'Europe étaient les seules réponses valables à la barbarie. On peut aussi citer Françoise Giroud, Ah oui, la journaliste. cofondatrice du magazine L'Express. Elle a modernisé la presse et propulsé les débats sur l'émancipation des femmes au centre de la société. Et bien sûr, impossible de ne pas parler de l'immense Marie Curie, une pionnière absolue, première femme professeure à la Sorbonne, double prix Nobel pour ses travaux sur la radioactivité. La quintessence de l'excellence scientifique. Et le fait que Marie Curie soit née en Pologne puis naturalisée française,
Ça nous offre une transition toute trouvée vers la dernière dimension de notre sourcité, la fierté de l'adoption. C'est un aspect essentiel de l'identité française, ça. Tellement de figures qu'ont fait rayonner la France au XXe siècle sont nées à l'étranger. Elles ont choisi le pays et ses valeurs. C'est fascinant de voir ça. Prenez l'histoire de Joséphine Baker. Incroyable destin. C'est fou, elle, une artiste afro-américaine née dans la pauvreté aux États-Unis, qui fuit la ségrégation raciale. Elle trouve la gloire à Paris pendant les années folles. Et quand la guerre éclate, elle fuit pas. Non, elle aurait pu retourner en Amérique pour se cacher, mais elle décide de risquer sa vie pour la résistance française. Elle utilisait son statut de star pour faire passer des secrets militaires à l'encre sympathique sur ses partitions de musique. C'est digne d'un film d'espionnage. Elle s'est même engagée dans l'armée de l'air. Pourquoi faire tout ça? Parce qu'elle estimait qu'elle avait une dette morale envers le pays qu'il avait accepté comme un être humain égal aux autres, sans juger sa couleur de peau. Et son entrée au Panthéon, récemment, c'est le symbole ultime de cette reconnaissance. Mais les exemples, il y en a partout. Pensez à Marc Chagall, ce peintre merveilleux né dans l'Empire russe. Son plafond de l'Opéra Garnier est magnifique. Substantiel pour la culture française. Ou encore Georges Charpak, né en Pologne, rescapé du camp de Dachau, naturalisé à 22 ans et qui finit prix Nobel de physique en révolutionnant la détection des particules. Et il y a Romain Gary aussi, né dans l'Empire russe, aviateur pour la France libre, diplomate et un génie littéraire. Le seul mec capable de mystifier tout le monde littéraire en remportant 2 fois le Goncourt sous des noms différents. On pourrait aussi parler d'Haroun Tazieff, le célèbre volcanologue, naturalisé. Si on relie ça à la situation globale, qu'est-ce que tous ces destins révèlent de la citoyenneté aujourd'hui? Eh bien, il révèle que l'identité française, construite à travers toutes ces crises dont on a parlé, n'est pas ethnique. C'est pas le sang. Non, c'est pas une question d'avoir des ancêtres gaulois ou un arbre généalogique ancré dans un village depuis 1000 ans. C'est une adhésion politique. Un choix. C'est le choix volontaire, actif, de rejoindre une communauté unie par des valeurs universelles. La justice, la liberté de conscience, le courage de résister. Ces gens-là n'ont pas juste pris un passeport, ils ont défendu la nation. Ils l'ont défendu, enrichi et élevé à un niveau supérieur. C'est une vision hyper puissante. Bon, après ce grand voyage chronologique, faisons une petite synthèse. Alors on peut diviser Concin en 3 grandes dynamiques. D'abord la longue fondation de l'unité territoriale, des tribus gauloises jusqu'à l'absolutisme hyper concentré de Louis XIV. Ok. Ensuite, on a la rupture philosophique avec les Lumières et la Révolution, qui transforme brutalement des sujets obéissants en citoyens avec des droits. Et enfin, La consolidation de ces valeurs au XIXe et XXe siècle, via l'école publique, la laïcité, l'épreuve des guerres mondiales et bien sûr l'apport incroyable des citoyens par adoption. parfait. Alors, pour mettre notre audience dans les conditions réelles de l'entretien de naturalisation, on va faire un tout petit exercice pratique. Allez-y. Je vais poser 3 questions classiques tirées de ce qu'on vient de voir. Pour les personnes dans les commentaires, testez vos réflexes et répondez-y mentalement. Première question. Quelle est la date de la Révolution française, l'événement qui marque la fin de la monarchie absolue? C'est 1789. Deuxième question. En quelle année a été promulguée la loi séparant les églises et l'État qui fonde la laïcité? 1905, évidemment. Et enfin, qui a fondé la Ve République avec son pouvoir exécutif fort et en quelle année? Le général de Gaulle, en 1958. C'est un super rappel. Ça prouve qu'une date, c'est jamais juste un chiffre, c'est la clé de voûte d'un changement de société profond. Tout à fait. Un petit point logistique avant de terminer. Si certains auditeurs veulent un support écrit détaillé pour réviser à tête reposée, demandez-nous le PDF de l'épisode dans les commentaires. Notre équipe surveille ça et on vous l'enverra direct. Et pensez à vous abonner et à partager ce guide. Ça peut vraiment aider du monde. Et d'ailleurs, pour conclure, j'aimerais soumettre à ceux qui nous écoutent une réflexion un peu provocatrice pour la suite. Allez-y. On a vu que la France s'est construite en s'adaptant à des chocs énormes. Des guerres de religion, des révolutions, la décolonisation. Ouais. Mais aujourd'hui, les crises qui arrivent sont totalement différentes. Face aux algorithmes de l'intelligence artificielle qui bouleversent tout, ou face au changement climatique qui redessine le monde. Des menaces immatérielles ou globales, en fait. Exactement. Comment nos vieilles valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité vont devoir muter pour survivre à ça. Les figures de courage du XXIe siècle, elles ressembleront à quoi? Une vraie réflexion sur l'avenir, parfaite pour méditer après cette plongée dans le passé. Le chantier de la citoyenneté, il ferme jamais, hein. Jamais. L'architecture continue de s'adapter aux tempêtes.
Merci à tous d'avoir suivi cette analyse. À très bientôt dans d'autres épisodes pour de nouvelles explorations.